Beaucoup d'attentes en ce qui me concerne sur cette sortie. Avec Robert Eggers, on a là un véritable auteur qui peut apporter sa pierre à l'édifice du mythe. Hormis quelques élans de bravoure et une esthétique incroyable, le reste du film a été pour moi une véritable torture. Nosferatu, réalisé par Robert Eggers, est un remake d'une Nosferatu de Murnau qui date de 1922. C'est tout bonnement l'un des premiers films d'horreur de l'histoire. L'inspiration va au-delà et puise également dans le Nosferatu de Werner Herzog qui lui date de 1979. Globalement, avec ces infos, on se prend le premier souci du film en pleine face. Un gros manque de personnalité côté scénario. Et je dis bien côté scénario. Ma rétine n'oubliera pas ces plus de 2 heures en compagnie du monstre, ça c'est sûr. Difficile de ne pas penser au précédent film du réalisateur avec The Lighthouse, un projet qui transpirait déjà l'influence de l'expressionnisme allemand. Déformation et irréalisme poussés à l'excès au point de faire émerger chez le spectateur un mal-être, de la peur, de la terreur. Tout un univers qui succombe petit à petit à la folie. À cela, ajoutez un aspect un petit peu Lovecraftien et vous obtiendrez un pur cauchemar. Mais de film en film, je comprends mes limites vis-à-vis du cinéma de Robert Eggers. Je viens pour son esthétique, son univers. Le revers de la médaille, c'est sa grandiloquence dans son scénario. C'est épuisant. Et Nosferatu, plus que jamais. Vous aurez le droit à des grands discours, des monologues évasifs, des convulsions, des cris par-ci, des cris par-là. Le plus simple, ça serait de taper sur les actrices et les acteurs du film. Le problème, c'est qu'ils sont absolument géniaux. Ils sont dans le ton du film. Leur performance, elle est juste. Allons au-delà du juste. Lily Rose Depp transperce l'écran. Je n'avais aucune attente en ce qui la concerne, et je dois bien avouer que son personnage me restera en mémoire. Elle sera l'icône de ce Nosferatu de Eggers. C'est donc davantage l'écriture même qui me coupe d'une certaine immersion. C'est très théâtral, j'irais même jusqu'à dire surécrit. Ce que je vois devant moi, c'est un film. Et face à ce recul, c'est un pied dans la porte. N'étant pas du tout dans l'ambiance, j'ai eu la sensation de voir le film ramer pendant 2 heures. Et sincèrement, dites-le moi en commentaire si ça vous semble exagéré, mais purée, ça en fait des caisses partout. Oui, le film est très beau. La colorimétrie va se désaturer petit à petit pour nous ramener à la frontière du noir et blanc. Ceci étant dit, côté mise en scène, on a une succession d'effets de style qui, là encore, me coupe totalement de l'immersion. Je comprends bien que la séquence où Thomas se rend chez le comte Orlok, elle doit nous perdre. Temporellement, on n'y comprend rien. Géographiquement, c'est pas mieux. On plonge dans le chaos. Un parti pris intéressant, mais le grand risque, c'est de perdre totalement le spectateur. Enchaînant les incompréhensions sur les choix des personnages, leurs déplacements, leurs objectifs, je ne sais pas. Avec en plus une caméra qui s'amuse à aller de droite à gauche, faire des transitions avec un zoom dans les cheveux de Lily Rose Depp qui nous amène sur une autre scène, les effets de montage envahissent le récit. C'est trop. J'ai le souvenir de me faire cette réflexion pendant le film. Purée, mais trop c'est trop. Ça devient indigeste. Et le film m'achève avec ces jumpscares de la mort. J'ai horreur de ce qu'on appelle les screamers. C'est quelque chose qui surgit à l'écran avec une musique assourdissante. Nosferatu a recours à de nombreuses reprises à ce procédé. Bam, t'as eu peur. Évidemment, on passe d'un silence de 4 secondes à quelque chose qui te bondit sur la tronche à l'écran. Visage en sang, des instruments à cordes qui se mettent à hurler. Oui, ça vient interpeller une réaction naturelle. Et ça procure de la peur. Oui, en effet. Ça n'a aucun lien avec le film. Tu me fais la même. Avec une chèvre qui se met à me hurler dessus dans ma salle de bain, je vais avoir peur. Je vais sursauter même. Et en même temps, si c'est une chèvre, faut se méfier. Je vois donc le jumpscare comme un aveu d'échec.
Ne parvenant pas à susciter la peur dans mon film d'horreur, je vais, de temps en temps, réveiller le spectateur en lui criant dessus. Le simple fait d'en être victime une seule fois dans un début de film vous conduit à être traumatisé et à passer tout le reste du film à vous dire est-ce que on va me refaire le coup. Alors oui, il y a une angoisse, mais c'est pas vraiment une angoisse liée à l'ambiance du film. Nosferatu est épuisant, c'est bien le terme, allant de son texte à sa réalisation. Côté plongé dans la folie, Beau is Afraid aussi était épuisant. Un film de 3 heures où on suit un homme perdre pied avec la réalité. C'était épuisant scénaristiquement, c'est la volonté du film, vous emportez avec lui dans les angoisses intimes du personnage principal. Vous vous retrouvez terrifié face à un monde incompréhensible. Le temps d'un film, vous vous plongez dans la détresse que procure la maladie mentale. Au-delà d'un récit qui, oui, part dans tous les sens, le reste du film, il m'a semblé fluide. Pour m'emporter dans la folie, il faut bien partir d'une certaine réalité. Je n'ai ressenti aucune réalité dans Nosferatu. À défaut d'immersion, j'ai passé 2 heures à essayer de comprendre le sous-texte de cette histoire. Là encore, ça n'y va pas avec le dos de la cuillère. Zéro subtilité. Dès les premières minutes, Lily Rose Depp se retrouve à gémir, évoquant le son d'un acte sexuel. Ah, parce que les vampires, ça serait la métaphore de... Non. Puis, plus tard, on retrouve Nosferatu sur Thomas, en train de lui aspirer son sang, tout en lui donnant des coups de bassin. Ah, donc le vampire serait la métaphore du... Non, pas possible. On a compris. On a très bien compris. Le vampire est un gros dégueulasse qui ignore la notion du consentement. Qu'en fera Eger dans cette période MeToo ? Eh ben, pas grand-chose. Passons en partie spoiler, afin que j'achève de vous partager ma déception. Si vous avez vu les anciens Nosferatu, difficile de vous spoiler. Cette simple info est un spoiler en soi. Le parti pris et l'identité d'Eggers dans ce Nosferatu réside dans sa scène d'introduction. Hélène a déjà rencontré le monstre. C'est évidemment un clin d'œil assumé au fait que le spectateur lui-même a déjà rencontré le monstre à 2 reprises, Murnau et Herzog, mais ça va au-delà de ça. Selon moi, mon interprétation, c'est que Robert Eggers amène le monstre sur le terrain de la pédophilie. Tout commence sur un trauma d'enfance. Mais faut-il encore s'en souvenir ? Voilà comment s'ouvre Nosferatu. Sur un souvenir d'Hélène qui surgit au cours d'un rêve. La boîte de Pandore est ouverte. Comment affronter un passé que notre cerveau avait décidé de gommer jusqu'ici ? À cela s'ajoute une détresse mentale. L'hystérie est d'ailleurs mentionnée au sujet d'Hélène. Autre fait explicitement évoqué par Hélène, Nosferatu est ma part d'ombre. Quelque chose en Hélène qui se terre depuis des années. Qu'est-ce qui a permis à Hélène pendant un temps de surmonter cette épreuve ? L'arrivée de Thomas, l'amour de sa vie, la confiance retrouvée dans le genre humain, du genre masculin. Le départ de Thomas en direction du comte Orlok va briser ce lien de confiance. Hélène va lui demander de rester par amour, il va partir pour l'argent. Thomas sera à son tour victime d'un Nosferatu. Il pensait arriver dans une belle demeure et prendre un bon billet, il va surtout faire face à un monstre, se faire abuser par des gros bonnets. Côté cinéma, je pense forcément à Hervé Weinstein. En devenant victime, Thomas va prendre conscience du traumatisme d'Hélène. Il va la croire. À partir de là, le monde va se scinder en deux, ceux qui décident de combattre le monstre et ceux qui refusent de croire qu'il existe. Si vous avez encore des doutes sur cette lecture, permettez-moi d'évoquer le design du monstre. Qu'est-ce qui s'est passé ? Voici un portrait robot du monstre. Non, c'est pas une vanne. À cela, ajoutez un accent russe à couper au couteau, une respiration façon Dark Vador et le bruit sonore d'un T-Rex lorsqu'il se déplace. Oui, le film en fait des caisses, c'est un constat global. Et donc cette moustache de vieux bonhomme, ça convoque en moi le stéréotype
du vieux papy dégueulasse. À chaque apparition du monstre, j'étais partagé entre le rire et l'effroi. J'imagine qu'à terme, on aura des passionnés qui feront une version moustache cut. Puis, il y a cette fin. J'évoquais l'impact du mouvement MeToo. Comment interpréter le fait que cette fin ne soit absolument pas différente des autres Nosferatu? Hélène va mourir pour sauver la ville. Elle va se sacrifier dans les bras de Nosferatu pour que la bête relâche son attention et reste jusqu'au lever du jour. À partir de là, mon interprétation s'avère difficile à conclure. Il faut faire face à nos traumas pour éviter que le monde qui nous entoure se mette à sombrer, ou alors Hélène est emportée par sa part d'ombre, elle succombe à ses tourments. Bon, la suranalyse est vite arrivée. Restons-en là. Je vous remercie. Le film sort pour Noël, c'est une drôle de date. On reste quand même sur un film d'horreur qui est loin d'être joli. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit like. Salut!